Est-ce que c'est tout des robots? Est-ce que c'est que marionnettes robots? Est-ce qu'il y a des trucs bizarres entre les deux? D'essayer de voir ce qui va ensemble. Et une fois qu'ils ont des paquets, on regarde. J'ai sorti 6 définitions de trucs. Ouais, je les ai regardés un peu. Voilà, 6 définitions et qui voient qu'est-ce qui colle avec quoi. Est-ce que les définitions elles tiennent complètement debout, ce qui est assez discutable pour certaines. Ok. Donc voilà, pour discuter de comment on définit. Et puis toi, ce que tu avais raconté sur le fait que pourquoi il n'y a pas de différence de définition. C'est juste des questions de degré, d'autonomie, de programmation, de machin, c'est intéressant. Ça par contre j'ai peur de la donner. Ça, vous connaissez? Oui. Oui. Ouais, c'est quoi? Jeux vidéo. Ouais. Personnage de jeu vidéo, ça marche. Alors Frankenstein, c'est un monstre, c'est un savant qui, avec des bouts d'humains, de cadavres d'ailleurs, les recoue ensemble et réussit à redonner vie à une créature artificielle. Ouais. Ça, lui, là, il est vieux, un peu. Alors, c'est le canard de Vaucanson, c'est un monsieur Vaucanson. Il ne fait pas des choses très élaborées, mais on peut lui mettre du manger dans le bec et il le digère de manière automatique. Alors, encore un bizarre. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Curiosity. Il fait des analyses de sol, il nous renvoie plein d'infos. Essayez de voir s'il y en a que vous arrivez à mettre en paquet ensemble en vous disant ça c'est quand même vraiment la même chose et ça c'est pas trop la même chose. Ok? Voilà. Avec ça? On a presque 2 paquets ici. Programmé. Ouais, on a qui se débrouille tout seul. Programmé ou télécommandé. Ou piloté. On peut le mettre là-bas. On peut le mettre là-bas. Par exemple, Astro Boy, c'est le premier personnage robot qui a été créé au Japon. C'est le tout premier. Et qu'est-ce qu'il fait Astro Boy dans l'histoire d'Astro Boy? Un épisode sur 2, il sauve le Japon. Ah. Tout le temps, c'est la base. Et le deuxième, il sauve le monde. Ouais, il sauve le Japon, le monde ou le professeur qui l'a créé. Et les histoires où on crée quelque chose en Occident, ça va être le golem qui devient fou, qui essaie de tuer tout le monde. Frankenstein, dont tout le monde a peur, même si c'est un peu un contre-exemple où ils essaient de le tuer. Aérobot, où le robot essaie de prendre le contrôle du monde. Et voilà, et c'est que des histoires où le robot va essayer de prendre le contrôle du monde. Et donc donc il y a eu un film qui explique un peu ça, qui était très bien fait, qui s'appelle Robotland. Et en gros, ils expliquent que c'est des différences culturelles, où au Japon, tout a une âme et on a le droit de tout avoir, tout est créé, donc le robot, pourquoi pas. Et la culture judéo-chrétienne qu'il y a plutôt en Occident, c'est de dire, non, seul Dieu donne une âme aux humains, l'humain n'a pas le droit de donner une âme aux autres objets. C'est pour ça que si on crée un autre objet, culturellement, on sait que ça va être mal. Et donc toutes les histoires où il y a des créatures en Europe ou en Occident, c'est toujours la catastrophe absolue. En gros, la différence, c'est on crée un robot qui va faire le travail de l'homme. Au Japon, en résumé, au Japon, ça va être chouette, un robot fait mon travail. En Europe, ça va être mince, un robot fait mon travail. Quoi. Et juste on l'allume comment? Il a un bouton dans le dos. Ah. Et voilà. Dans le dos? Non. Ça y est. Vas-y, pour le faire sauter. Ah oui, il faut qu'elle soit assise. Tu te rappelles maman qu'elle était assise? Je sais pas comment il est assis. Comment elle s'assoit? Il s'assoit. Mais il est pas assis là. Attends. Qu'est-ce que tu fais toi? Allez. Attends, en bas, pardon. Au revoir. Juste. Non, ça marche pas. Non, il a m'obéit au doigt à l'œil. Je viens de comprendre qu'il faut bien un peu de lui. Lui, tu fais juste avancer en fait avec une manette. Bah là, je vais faire ça avec ses petits bras. Tu peux ouvrir les pains. Ça marche pas bien. Tiens, on va participer.
c'est impressionnant parce qu'effectivement, on dirait qu'elle a une autonomie réelle. Ce n'est plus une machine, mais un être venu d'un autre monde, hein, je veux dire, parce qu'elle s'adresse à vous, elle fait des bruits, elle respire. À un moment, j'ai l'impression qu'elle respirait. Donc on sent un souffle de vie, malgré que c'est mécanique. Enfin, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, déjà, c'était de faire une chose mécanique et avec des matières qui sont assez rudes, qui sont très rigides. C'était de travailler, on va dire, avec l'esprit de la robotique, mais pour fabriquer un objet, on va dire, plus poétique. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce que des fois, c'est pas la technologie pure qui fait rêver les gens, c'est ce qu'on projette dedans, en fait, qui est plus fort que ce que... Et on a un rapport magique avec les machines, en fait. Et ça, là, ça nous a proposé une subjectivité dans ce genre-là, quoi. Pour l'instant, les développements maintenant de ce qu'on appelle l'homme augmenté, ça me fait plutôt penser à ce qui diminue l'homme, à une perte de liberté, à un plus grand contrôle des activités des gens, de leur... voilà, enfin, là, les développements que j'entends maintenant, ça me fait plutôt penser à une diminution qu'à un homme augmenté. Qui pourrait être marrant, ça se trouve, dans un futur proche, on va pouvoir dire, bah voilà, c'est vrai que une jambe artificielle, c'est plus efficace. Pourquoi pas se faire couper les jambes pour aller plus vite? Et je pense qu'il y a énormément de gens sur Terre qui seraient prêts à le faire quand même. Si j'ai les moyens de me créer un bras artificiel, est-ce que j'ai pas les moyens d'envisager la tâche que je voudrais faire autrement, sans avoir à attaquer directement mon bras? Et je pense que l'homme va toujours se débrouiller pour arriver à un compromis avec des machines ou en changeant la tâche, pour pas avoir trop à modifier son propre corps, à part pour les moments où les trucs médicaux. Bah après c'est vrai que moi je suis fan de modification corporelle, donc la question se pose pas vraiment quoi. Pour moi c'est logique, c'est une manière de se réapproprier son corps maintenant. C'est à nous, on fait ce qu'on veut. Le corps ne t'appartient pas vraiment dans nos sociétés actuelles. On peut porter plainte contre quelqu'un qui a fait une scarification à quelqu'un d'autre parce que c'est de la barbarie. Mais éthiquement c'est comme ça, alors que c'est ton corps, tu fais ce que tu veux quoi. Donc je me dis pourquoi pas, moi ça me paraît très logique en fait. Ça me paraît très logique d'aller dans ce processus là quoi. Si je peux mettre si j'entends mal, je peux mettre un petit truc dedans. Mais si je peux changer tout et que ce soit une vraie machine, que j'entends mieux, pourquoi pas le faire? Là on va pouvoir, à mon avis, toucher du doigt la question eugéniste. Qui aura le droit, qui n'aura pas le droit de disposer de ces technologies. Le film Elysium par exemple, qui est sorti cette année, pose un petit peu la question. Les riches ont droit à une technologie médicale super développée, pas les pauvres. Donc ça revient voilà, à cette question de classe. Et il y aura toujours des gens qui seront fascinés par cette volonté de s'améliorer. Moi personnellement, je ne suis pas du tout dans cet esprit. Je suis ce que j'appelle un ancien. Donc voilà, je suis un être organique avec mes défauts, des qualités. J'essaie de faire attention, voilà, physiquement. Voilà, par contre, si effectivement tu te dis ouais, je peux faire ce que je veux de mon corps, de toute façon j'aurai effectivement des éléments pour m'améliorer, bon, c'est un choix, mais je pense pas que ce soit la bonne piste, hein, ceci. Et tu serais d'accord de changer des petits bouts? Oui. Quels petits bouts? Les mains, les pieds, peut-être les circuits, oreilles, nez, tout ça. Surtout que personnellement j'ai des problèmes justement oreille-nez, donc ça m'arrangerait bien, donc pourquoi pas. Et non mais oui, du moment que ça s'abîme pas, qu'il n'y a aucun risque, oui, il n'y a pas de problème. On va juste s'interroger de qu'est-ce qui va rendre notre humanité. Qu'est-ce qui fait qu'on est une machine, qu'est-ce qui fait qu'on est un animal, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme. C'est toute cette question-là, à mon avis, qui est super importante derrière la réflexion du cyborg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on voit que certains cherchent à être plus forts, plus rapides, plus ceci, cela que les autres. Ils se dopent aujourd'hui. Dans le futur, quand ils auront la possibilité d'avoir des jambes qui, au contraire, justement, vont leur permettre de courir plus vite que tout le monde, pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient? Ils s'en priveraient parce qu'ils auront la même chose avec un outil qui vient se poser de manière très fine, genre un pantalon, t'enfiles le pantalon et là après tu peux courir plus vite, tu peux machin, tu l'enlèves et tu redeviens un homme, tu redeviens normal. C'est pas pour répondre à un besoin, alors c'est plus pour répondre à une envie. C'est pas un besoin à ce moment-là, c'est une envie. Il n'a pas besoin de courir forcément plus vite.
Sauf si justement il veut gagner une course, il veut, je sais pas. Oui, mais il pourra toujours si c'est un outil, il pourra toujours utiliser l'outil et arriver à ses fins. C'est ça l'idée. Alors si tu avais une combinaison qui te permettait de devenir un surhomme, dis-moi que tu la retirerais de temps en temps pour redevenir normal. Oui. Oui, j'ai envie de pouvoir être humain et normal la plupart du temps. Non, je la garderai tout le temps, moi. Je la retirerai pas. Je ne cesse de citer par exemple la schismatrice de Sterling, un roman des années 80, qui pour moi est un des chefs-d'œuvre du cyberpunk et qui justement développe un futur. Alors c'est l'humanité qui a conquis le système solaire et elle s'est développée en 2 branches. Il y a les morphoses qui justement ont opté pour l'évolution génétique, pour s'adapter à leur nouvel environnement. Et il y a les... alors c'est pas des cyber, j'ai perdu le nom, mais eux ont opté pour l'implant d'éléments biomécaniques dans leur corps. Donc c'est un petit peu les 2 pistes qu'on choisit. Et je pense que l'aspect bio, c'est-à-dire biotechnique, l'implantation de greffes, de puces, c'est une voie qui sera rapidement dépassée par la voie de la génétique. Je pense qu'on va vraiment plutôt opter, l'homme augmenté, dans les années à venir, passera de plus en plus par la génétique. En tout cas, peut-être pour les futures générations, c'est-à-dire celles des futurs enfants qui pourraient, l'opération pourrait s'appliquer directement au fœtus et corriger tout un ensemble de défauts. JP. Merci. Alain. Celui-là. Ok. Marisol. Faites un fond, pas dire de gros mots. C'est vérifier tes talents de chercheuse. Bah là, c'est pas très trop bon hein, pour l'instant. Bon, je crois que je chercherai ça après. Rapidement, l'organisation d'aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir plusieurs petits endroits où il y a des activités jeux. Les jeux qu'ils font sont quand même sur des thèmes et sur des imaginaires qui normalement permettent derrière de rebondir et d'engager la discussion sur les questions de fond et sur les contenus que vous maîtrisez. Voilà, ça c'est un petit jeu rapide de tracé de chemin et puis de manipulation quand même de mini-robots un peu bizarres. Ça c'est plus un point d'entrée aussi pour avoir quelque chose de familial. Ah, mais tu vois, il descend pas là, il revient. Non, allez, reviens. Tu as joué Cette espèce de chien, un robot qui est... Là. Alors pas ici, mais parce qu'il est bête, hein. C'est bête un cafard. C'est pas obéissant, disons. Donc le principe c'est que ça se joue par équipe de 2. Et le but du jeu est que... Tu peux me montrer une avec l'illustration. Le but du jeu est qu'à chaque tour de jeu, on va piocher une carte qui est la même pour tout le monde, qui est la position dans laquelle il faut mettre le robot. Donc moi je suis le robot, et avec la contrainte de ne communiquer que elle en me montrant, en appuyant sur les touches factices de la télécommande, il faut qu'elle réussisse à me faire prendre cette position-là. Ça c'est revenir... mais ça c'est l'autre bras. Oui. Qui bouge quand même. Mais en fait, quand tu avais été en haut, quand tu étais en haut, j'ai appuyé sur hop, Vraiment stop. essayer de montrer une main, faire monter. Voilà. Et si on commence à montrer les 2 en même temps, c'est vrai que pas Ah non, j'ai montré une main. Et ça, c'est quoi? C'est comme ça? J'ai fait ça. C'est ça? Mais j'ai trouvé fascinant dans Asimov, l'homme bicentenaire. C'est quand même fascinant parce que là, tu as toute la trajectoire inverse d'un robot humanoïde qui est tellement humanoïde qu'il veut se faire reconnaître comme un être humain. Donc là, il est rentré dans tout le système, il y a eu une personnalité juridique pour faire des contrats, tout ça, mais encore, on refusait de le reconnaître comme humain. Et la seule condition qu'il y a eu pour être reconnu comme humain, c'était qu'on lui implante une mortalité qui avait un terme. Donc, il quittait le côté robot pour devenir humain à partir du moment qu'il acceptait un jour de mourir. Il y aurait eu l'image du tas de sable aussi. L'image du tas de sable, c'est qu'on cherche à savoir l'humain augmenté, quand n'est-il plus humain? D'accord. Et puis, on prend le paradoxe du tas de sable. Quand tu enlèves un grain de sable, est-ce qu'on a encore un tas de sable? Jusqu'à temps qu'on n'ait plus de sable. Et puis, ben, c'est la même chose. À toutes les fois, je rajoute un membre robotique. Est-ce que j'ai un humain ou un robot? Mais ce qui inquiète l'humain, c'est toujours les points de rupture. À quel moment donné, oui, mais là, c'est quelque chose de radical, on trouve radicalement nouveau. Parce que là, c'est comme s'il y avait un point de bascule, un point de rupture.
Donc je pense que souvent, qu'est-ce qui inquiète, ce sont les points de rupture et savoir comment est-ce qu'on va vivre après avec ces points de rupture-là. On va être obligé et ça, non. Ouais, mais bon, je pense que c'était pareil avec l'électricité. Après, voilà, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait et comment c'est utilisé. Oui, voilà, ton avis. Ah, pardon, merde. Avec les mordeurs. On parle au téléphone. Voilà, vous voyez, il est complètement greffé à son téléphone. Parfait exemple de l'homme de Voilà, et il est mort de rire, c'est bien. Parce que bon, c'est pas évident pour des gens qui ont 80 ans d'être portés, soulevés par des choses qui sont des objets. Hein, oui, pour aujourd'hui c'est ça, mais là il peut être encore plus simple que ça. On pense à des téléphones intelligents qui sont en train d'être développés, mais pour les personnes âgées de l'instant présent qui n'ont pas vécu avec ça du tout. Donc on leur prête cet outil-là, mais ils n'ont aucune idée de la manière dont ça fonctionne. Mais cet outil-là, dans 50 ans, quand la population aura vécu avec, ça va être une aide réelle que les gens vont savoir manipuler. Ouais. Donc il y a cette question de temporalité-là aussi. Donc peut-être que la vision, les mentalités vont changer un peu avec le temps. Puis ça va permettre de percevoir et puis de réagir de manière tout à fait différente. On voit dans la robotique une façon de régler un certain nombre de problèmes. Et je reviens avec l'exemple du Japon, qui investissent beaucoup dans les robots donneurs de soins parce qu'ils ont un problème avec les aînés. Quand tu n'as plus d'aidants naturels, quand tu n'as pas assez de famille pour prendre soin des personnes âgées, tu dois trouver une solution. Et la solution qu'ils investissent, c'est dans le robot. Mais il y a aussi la fascination d'éternité, moi, je trouve que certains ont. Et donc, de sortir de ce rythme biologique que nous avons, qui naît, qui souffre, qui peut être réparé, mais qui va finir par mourir, et le remplacer par quelque chose qui serait comme l'espère toujours l'économie, une croissance absolue vers toujours du meilleur. Et ça encore, ce sont nos mythes modernes, comme il y a toujours eu des mythes dans les sociétés. Mes travaux m'ont conduit à m'intéresser aux imaginaires que sécrètent les sciences et les technologies dans nos sociétés. Les mouvements transhumanistes veulent bien opérer la transition, mais ce n'est pas la transition au sein de l'humanité, même si on pense que l'homme augmenté est la figure de la transition même, mais on veut aller jusqu'au bout et envisager l'émergence d'un post-humain qui nous aura débarrassé de toutes les fragilités qui caractérisent notre humanité. Donc c'est cet imaginaire-là que j'essaie de comprendre. Robot. Oh. On le laisse finir son dessin. Joystick, non. Non, mais... Oui, non. Alors c'était machine tout court. Donc après, il y a des côtés pervers toujours de ce genre de technologie, mais bon. Ça. Ce serait quoi les côtés pervers de ce genre de technologie? De vouloir s'amputer une jambe pour aller plus vite. Ouais. Et je pense que les gens sont vraiment capables d'aller jusque-là, quoi. Mais alors pourquoi c'est pervers? C'est pervers parce qu'après, tout dépend de l'éthique aussi et le sens qu'on peut donner à sa vie en tant qu'être humain. Est-ce qu'il faut viser toujours des performances, par exemple? Ou est-ce qu'on a vraiment le choix aussi? C'est-à-dire dans un monde où la performance est vraiment... Voilà, si on n'est pas performant, on est catégorisé, on fait partie d'une sous-classe, entre guillemets. Donc est-ce qu'on n'est pas pris dans un torrent qui va, à un moment donné, obliger les gens à s'augmenter, quoi? Si 80% des enfants prennent le Ritalin ou la Ritaline pour augmenter les capacités intellectuelles et ceux qui en prennent bien, ont des meilleures notes à l'école et ceux qui n'en prennent pas ont de moins bonnes notes, alors là, il y a comme une injustice. Mais s'il existe un jour des smart drugs, est-ce que finalement, ce n'est pas la même chose que des enfants dont, par exemple, les parents sont capables de les aider à faire leurs devoirs? Et est-ce que ce ne serait pas aussi créer une inégalité que de refuser à des enfants d'avoir accès à ces produits, alors qu'il y a déjà une sélection qui est effectuée au niveau social, par exemple par l'éducation? Qu'est-ce qui fait que, finalement, on pourrait trancher? Tout le monde vit ou a vécu la déshumanisation des hôpitaux, et tout le monde appelle de ses voeux de l'humain dans la relation soignant-soigné, et on parle de mettre des machines. Je trouve qu'il y a un paradoxe terrible, ou alors simplement une continuité.
C'est-à-dire que parce qu'on est en train de déshumaniser la société humaine, on veut nous faire croire que mettre des machines, finalement, ça ne va pas changer grand-chose si ce n'est dans le mieux. Je pense que le problème, c'est le pourquoi on le fait, avec quels objectifs et avec quelle idéologie. C'est un gros mot, maintenant on n'utilise plus ce mot-là, mais je l'utilise quand même. Quelle idée, en tout cas, de la société on a derrière. Je pense que ça, c'est un vrai problème. Quand on sait que dans les hôpitaux, la tarification, le financement se fait à l'activité et que seuls les actes techniques sont financés, l'acte humain, la relation humaine, tenir la main d'un mourant, ça n'a pas de prix, mais dans les deux sens du terme. Bon, peut-être qu'on aura des robots empathiques qui remplaceront avantageusement les soignants, je ne sais pas, mais j'ai des doutes. Le robot, on cherche à l'humaniser. Ça c'est dans l'idée de la construction des robots moraux. Mais on utilise intentionnellement un langage d'humanisation du robot. Pourquoi Sébastien disait ben c'est pas neutre. C'est clair que c'est pas neutre. C'est une façon de vendre le robot. Je veux dire, il y a le chercheur effectivement avec ses propres expériences et ce qu'il met en place. Et ensuite, effectivement, c'est aussi élargir ça au niveau philosophique, éthique, tout ce qu'on veut. À un moment donné, de dire voilà, et les autres chercheurs sont là finalement pour dire à un moment donné, ok, vous avez fait ça, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est applicable dans la cité? Pourquoi? Oui, non, et au nom de questions philosophiques, de questions éthiques, de questions, voilà, toutes ces questions qu'on se pose finalement, toutes les questions qui peuvent englober la vie d'un être humain, entre elles, individuellement, collectivement, et voilà. C'est une grande question, je pense, devant tout ça, c'est quel rôle nous prenons comme société civile devant ce rôle de l'économique et comment pouvons-nous participer à essayer d'éviter des dérives sans nécessairement amener des moratoires qui empêchent tout progrès. Et ça, je pense, c'est le grand défi humain auquel on essaie de participer par nos travaux.